Eh ben, merci Thomas, merci à tous d'être présents. Alors, on va passer donc 1 heure ensemble sur les sujets de l'électrification, qui est un sujet qui est extrêmement intéressant pour 2 raisons. C'est que déjà, il y a une actualité assez forte et 2, c'est un sujet qui amène à beaucoup de polémiques. En tout cas, depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir travailler sur ces sujets de mobilité durable. C'est un sujet qui est récurrent. Donc, on va vouloir clarifier au mieux cet enjeu. Je vais commencer par une petite introduction sur le sujet finalement de la mobilité durable et d'Ecodev. Très rapidement, Ecodev, c'est une société qui a à peu près une dizaine d'années, un peu plus maintenant, et qui travaille sur les enjeux de la RSE et ou du développement durable. Ça va faire un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur les sujets de la mobilité durable. On a démarré sur des sujets très opérationnels, comme l'accompagnement sur des sujets au covoiturage, à l'éco-conduite, à la mise en place de vélos à assistance électrique, par exemple, dans les entreprises. Et puis, plus récemment, on a beaucoup travaillé sur des sujets liés à des programmes, par exemple, certificat d'économie d'énergie, et où on a créé un écosystème autour de la mobilité durable, dont tous les invités qui m'ont fait le plaisir d'accepter cette invitation sont présents pour cette table ronde. Les objectifs ou les enjeux de cet écosystème, je les balaye très rapidement, c'est de travailler donc, sur les sujets de le management de la mobilité, comme on dit souvent chez nous, donc comment s'approprier cette thématique quand on est un employeur. Ensuite, travailler sur les changements de comportement. On le verra, un certain nombre de sujets nécessitent quand même qu'on change nos habitudes. Et également travailler sur les sujets de l'innovation, on va dire, autour de valoriser toutes les meilleures actions, les retours d'expérience principalement, ce qu'on va faire dans cette matinée, et soutenir toute la démarche liée aux enjeux énergétiques qu'on rencontre aujourd'hui ou climatiques, donc travailler sur la sobriété. Voilà. Donc l'ensemble des acteurs, il y a aussi bien des entreprises adhérentes, c'est elles qui financent finalement cet écosystème, mais aussi des parties prenantes ou des institutionnels. Je cite souvent un cabinet d'avocats qui nous aide à accompagner ces sujets sur des points un peu techniques, type droit social ou Carbone 4, avec qui on a déjà fait un webinaire sur le sujet de l'énergie et de la mobilité. Voilà. Et bien évidemment, la richesse, c'est tous les acteurs, mais on en verra 4 ce matin, qui nous permettent d'avoir une matière extrêmement riche et aider finalement les employeurs à concrétiser leur volonté de faire de la mobilité durable. Alors, j'ai voulu quand même prendre quelques chiffres sur la mobilité et l'électricité. Pour ceux qui écoutent nos webinaires le savent, j'aime bien passer un peu de temps sur quelques chiffres. Donc, j'ai fait très simple. Là, j'en ai pris 4. Donc, la mobilité, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, avec plus d'un tiers des émissions totales. Donc, on est clairement sur l'enjeu numéro 1, ainsi que d'ailleurs l'alimentation pour un particulier ou souvent pour des sièges sociaux, des entreprises, en termes d'enjeux climatiques. C'est à peu près un tiers de la consommation d'énergie finale en France. C'est-à-dire que si toutes les centrales et toutes les productions électriques, quand on les accumule, finalement, on a un tiers dédié à cette mobilité, à ces sujets de transport. Pratiquement 50% des trajets font moins de 7 km. On le verra sur les solutions et un certain nombre de prestations là, qui sont possibles de déployer, répondent complètement aux enjeux de déplacement. Je prends l'exemple souvent du vélo. Et on a 90% de notre mobilité qui dépend encore du pétrole ou des énergies fossiles. Alors, on a remis un slide qu'on avait mis en avant avec Carbone 4 pour montrer quelque part la projection. Donc là, c'est les secteurs du transport sont donc du coup le seul secteur qui a finalement pas réussi toute cette reconversion énergétique, en tout cas tous ces enjeux, c'est affronter ces enjeux de climat. Et on voit que les projections sur les années à venir avec les stratégies bas carbone au niveau national amènent à une échéance, par exemple en 2003, où on aurait réduit de 4% par rapport de 30% par rapport à 2017, ce qui du coup est un bon résultat, mais largement en dessous des objectifs qu'on a pour 2050. On voit bien qu'entre 2033 et 2050, on a un gap, vous voyez la histogramme là, qui chute, qui est du coup ce qu'il faudrait faire pour atteindre nos objectifs. Donc on a un vrai changement de réflexe finalement, et même une rupture extrêmement violente pour pouvoir y arriver. Donc l'automobile, bon ça on a bien compris que finalement, on est dans un cercle qui s'auto-entretient ou un cercle même un peu à tendance vicieuse, puisque plus on en a, plus il faut des infrastructures et plus finalement ça crée après de l'appétence. Alors que on voit aujourd'hui que nos agglomérations ne peuvent plus supporter, et ça y est, le retour à la normale dans les grandes agglomérations est bien présent. Donc on retrouve finalement tous les ensembles de problèmes qu'on peut avoir, qui vont être les enjeux de qualité de l'air, de saturation de l'espace public, de cohabitation avec d'autres moyens de transport.
88% des Français ont un véhicule plutôt thermique et donc seulement 4,2 ont des véhicules hybrides ou électriques. Alors, j'ai voulu quand même reprendre 2-3 documents un peu structurés finalement sur l'approche de l'électrique parce qu'on entend beaucoup de choses. Et donc là, c'est les 3 scénarios possibles autour de la transition énergétique ou de l'évolution énergétique et de l'approvisionnement en France. Donc, on voit qu'en fonction de la projection 2030, avec des ambitions extrêmement fortes en transition, avec un volet énergie renouvelable beaucoup plus fort, c'est le deuxième, ou un renoncement de ces politiques, on a finalement des projections qui vont amener un taux ou un parc de véhicules électriques complètement différent parce que ça passe de 1,5 million de véhicules à 5,5, donc c'est des ratios de 1 à 3,5, 4, avec des conséquences du coup sur nos infrastructures, notre capacité à vendre des batteries, des recharges, etc. C'était simplement pour illustrer que ces sujets de l'électrique aussi dépendent énormément des infrastructures, mais on le verra avec le matériel nécessaire, et de la politique finalement nationale, voire européenne sur les sujets énergétiques. J'ai voulu remettre aussi des chiffres clés sur les quantités de véhicules électriques et le parc installé. J'ai comparé les chiffres premier trimestre 2019 à gauche, premier trimestre 2019 à droite au niveau européen, et on voit que la France a fait un boom, parce qu'on a fait x2,5 en vente sur ces véhicules, ce qui représente quand même encore un chiffre assez faible, puisque c'est 2,8% du parc total. La moyenne mondiale, c'est 2,6%, donc on est légèrement meilleur que la moyenne mondiale, mais on est vraiment sur des volumes qui sont en train d'exploser en quantité, mais qui restent quand même extrêmement symboliques en part du parc total. Et quasiment pour finir cette introduction, des impacts. Et donc là, j'ai repris sur des sujets comme les berlines, mais l'empreinte environnementale d'une voiture ou d'un véhicule électrique comparé à celui thermique ou hybride. Et donc, avec une décomposition sur les sujets des fins de vie, des phases aussi d'utilisation de la batterie, etc., pour un peu tordre le cou assez rapidement dans cette table ronde au raccourci sur les sujets énergétiques. Donc, oui, en France, si on utilise des véhicules électriques pour un certain nombre d'usages, on a des gains qui sont notables sur les sujets climatiques et environnementaux. On pourra balayer, même si ce n'est pas parfait. Et je sais bien qu'il peut y avoir des dérives, mais voilà, on va tordre le cou assez rapidement à ces sujets. Et pour finir, on a de toute manière la loi d'orientation des mobilités qui nous pousse à avoir des contraintes assez fortes sur ces sujets. Alors, je ne rentre pas dans la polémique de c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, aujourd'hui, les entreprises doivent faire évoluer leur parc auto. On le verra avec Holston assez rapidement. On doit travailler aussi sur des changements de comportement parce qu'on va avoir des zones à faible émission qui interdiront et qui interdisent de plus en plus ou réduisent et contrôlent l'accès des centres-villes aux véhicules thermiques. Et on le verra aussi avec Fleximove ou Big Green ou Zephyr sur comment finalement pouvoir arriver bientôt dans nos centres-villes qui vont être beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui en termes d'accès. Voilà pour cette introduction, c'était assez bref. Maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants du jour. On le fait dans l'ordre qui s'affiche. Je vous laisse peut-être prendre 30 secondes, 1 minute pour vous présenter vous, votre structure et pourquoi vous travaillez sur ces sujets de verdissement ou d'électrification des flottes. Philippe? Merci beaucoup, Timothée. Bonjour, Philippe Ormond, Olson. Ça fait moi une douzaine d'années que je travaille dans le secteur de l'automobile et en fait, il y a 3 ans, avec mon associé, on a décidé de travailler à accompagner les entreprises sur les problématiques de la flotte auto, mais plus encore que ce qu'on faisait traditionnellement sur les sujets de gestion, de process, de coûts, de les accompagner sur ces sujets de transition énergétique. Ça fait maintenant un peu plus de 12 mois qu'on a développé une méthodologie d'accompagnement, puisque aujourd'hui, la vraie complexité qu'on voit autour des véhicules électriques, c'est que mettre une Zoé dans la car policy n'a jamais fait verdir la car policy, puisque il y a une petite question qui se pose, c'est comment on recharge la voiture. Et là, tout d'un coup, cette petite question devient un ouragan dans pas mal d'entreprises, puisque ça pose des questions partout, et on va essayer d'en parler ensemble tout à l'heure. Anaïs? Anaïs, responsable marketing et communication de Fleximove. Et Fleximove, c'est de la mobilité partagée en entreprise, à savoir qu'on va mettre à disposition des entreprises une flotte de véhicules partagés multimodales. Multimodal, ça veut dire qu'on ne va pas se contenter d'avoir un type de véhicule, mais qu'on va proposer toute une gamme de véhicules électriques, donc voitures, vélos, trottinettes. Et si on a choisi l'électrique, c'est parce que ça va dans la continuité de notre engagement écologique. Le partage de base, c'est
c'est vraiment très bon pour démotoriser la société, à savoir qu'une voiture retire entre 5 et 8 voitures de la circulation. Donc ensuite, choisir l'électrique pour baisser les émissions carbone, c'était logique. Génial. Gaëlle et ou Morgane? Bonjour, Gaëlle Mété, je suis la fondatrice de Zephyr. Zephyr offre un service clé en main d'installation de bornes de recharge. C'est un point important pour développer la mobilité électrique. Donc, nous sommes des experts de l'installation de bornes de recharge. J'ai créé cette société il y a 3 ans pour différentes raisons. D'abord, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement des personnes qui souhaitent rouler en électrique ou en hybride. Les constructeurs automobiles ne s'en occupaient pas beaucoup. Il y avait un marché en développement, évidemment, ce qui rend les choses plus excitantes. Et une évidence, c'est l'aspect développement durable. Donc, aider à notre échelle à réduire les émissions de CO2 et les impacts que cela peut avoir aussi pour des problèmes de santé publique et aussi pour réduire les nuisances sonores dans les grandes villes. Voilà. Morgane peut-être, mais je crois que… Bonjour, juste pour me présenter, donc Morgane Audouin. Donc j'ai rejoint l'aventure Zephyr il y a de cela 12 mois et je m'occupe donc de développer la partie business pour l'offre corporate chez Zephyr. Génial. Et l'équipe Big Green, je ne sais pas si c'est… Bonjour. ou Patrick, génial. Salut Patrick. Bonjour, Patrick Miocci, donc PDG des Autocars Dominique, un autocariste francilien basé dans les Yvelines, à Buc exactement, à côté de Versailles, et gérant fondateur de Big Green, la filiale verte, qui a vu le jour en tout début 2010, suite à l'acquisition des premiers bus électriques dernière génération en novembre 2009, quelques mois avant la commercialisation de la C0. Donc, nous, on offre des solutions clés en main pour évidemment l'ensemble du territoire, les maillages fins de territoire, les gestions de derniers kilomètres, le tout en véhicule électrique allant de 22 places jusqu'à 55, 57, voire plus. Et depuis quelques temps, depuis quelques mois, nous sommes également sur l'hydrogène pour compléter le mix énergétique attendu dans les années à venir pour réussir au mieux le monde d'après. Voilà. Merci Patrick, effectivement. Alors, quand on s'était croisé il y a 10 ans sur le sujet des bus électriques, ce n'était pas gagné. Maintenant, on le verra, mais je sais qu'un certain nombre de nos partenaires utilisent au quotidien ces navettes. Et donc, ça marche. On va rapidement passer du coup au support, les initiatives, j'ai mis, parce qu'effectivement, je pense que vous êtes tous pionniers dans des sujets quand même extrêmement pertinents, en tout cas au regard nous, des enjeux qu'on peut affronter avec nos clients partenaires, donc grands employeurs pour la plupart. Je vais laisser l'introduction peut-être de cette table ronde à Philippe, pardon. Chaque fois, comme vous êtes un super binôme, je confonds à chaque fois, mais bon. Alors, je te laisse, tu me fais signe ou tu lèves la main, je laisse. En fait, l'idée de l'introduction peut-être d'Olson, c'est vraiment de travailler sur comment, pourquoi on doit finalement verdir sa flotte. Oui, absolument. Donc, je te laisse balayer si tu me dis. Avec plaisir. Eh ben, allons-y, si tu veux bien. Peut-être précision, n'hésitez pas à poser des questions en ligne directement. On essaiera de les traiter au fil de l'eau ou à la fin. On laissera un temps quand même plus large à la fin, si tout le monde respecte les délais. Allez, c'est parti. Donc, le sujet de la transition énergétique des flottes automobiles, finalement, c'est quelque chose qui a émergé avec un changement d'environnement. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 6 grands facteurs qui vous poussent à changer. La première chose, c'est que si on regarde l'évolution du coût des véhicules diesel, ils augmentent. Ils augmentent parce que finalement, ce qui fait le coût de détention d'un véhicule, c'est surtout le prix de l'achat de la voiture, mais surtout la valeur résiduelle, c'est-à-dire l'espérance de prix de revente que le loueur va en faire après que vous l'ayez usé. Et finalement, avec des zones à faible émission qui émergent dans les grandes villes, c'est très bête, mais quand on se dit qu'en 2024, à Paris, on ne peut plus rouler en diesel, vous venez de perdre avec le Grand Paris un acheteur sur 7 sur le marché de l'occasion. Et le marché étant ce qu'il est, l'offre et la demande, eh bien, quand vous avez 1/7 des acheteurs qui s'évaporent du jour au lendemain,
eh bien, le marché de l'occasion chute nécessairement. Et à ce titre, vos diesels se renchérissent. De l'autre côté, on a des contraintes environnementales avec des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour le réchauffement climatique. Et on l'a dit tout à l'heure, les zones à faible émission qui, elles, veulent réduire les particules fines, les NOx, qui sont des problèmes de santé publique et qui rentrent un peu en conflit puisque le CO2 aujourd'hui, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, mais l'essence émet plus de CO2, mais pas de particules fines. Donc, dans un cas, on tue les gens, dans l'autre, on accélère le réchauffement climatique qui tuera les gens à la fin. Bref, une équation assez peu soluble avec des réponses exclusivement thermiques. Le troisième sujet qui se posait, c'est finalement autour de la gestion des infrastructures pour le véhicule électrique. Je l'évoquais en propos liminaire quand je me présentais, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui arrivent et qui nous disent « on ne comprend pas, on a mis des OE dans la car policy et personne ne les prend ». Oui, évidemment, on a des problématiques bien plus lourdes que simplement référencer un véhicule quand on bascule du diesel vers les véhicules électriques. Et donc, on va en parler dans quelques instants, mais c'est plus une gestion de projet complète à embarquer dans l'entreprise qui doit être faite. La norme WLTP, pour faire très court, la norme WLTP, cette norme qui mesure les émissions polluantes émises par un véhicule. Et finalement, on a changé de norme, on a basculé en norme WLTP au 1er mars de cette année. On utilisait précédemment une norme qui s'appelle NEDC. Pour prendre un raccourci et vulgariser, c'est comme si j'avais dans la cuisine un thermomètre à l'extérieur, je change de Celsius à Fahrenheit, je mesure toujours une température. Eh bien, la même Clio, la même 308 en NEDC émettait 120 grammes, en WLTP, elle va en émettre 140. Donc, cette augmentation ne veut pas dire que la voiture émet plus, c'est juste qu'on mesure mieux et donc on réalise que nos voitures émettaient beaucoup plus que ce que nous ne pensions. Mais force est de constater que tout le monde avait déjà réalisé que quand on achetait un véhicule donné pour 5 litres au 100, on était plutôt à 6 ou 7 et donc on est plutôt avec des mesures qui se rapprochent maintenant d'une vraie réalité. Et le dernier point, et non des moindres, c'est qu'en agglomération, et plutôt dans les grandes villes, on commence à voir émerger des attentes nouvelles chez les collaborateurs. Le grand schéma qui était de dire certains postes donnent une éligibilité aux véhicules de statutaires et puis d'autres ont des véhicules de fonction. On commence à voir arriver des gens qui disent mais il n'y a pas autre chose que la voiture plutôt dans le package parce que finalement j'en ai déjà une, j'en ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Vous me donnez une voiture, j'habite à Paris, c'est bien, ça va me rajouter 200 € de parking tous les mois. Je préférerais avoir autre chose. Et là où les équipes RH dans la partie CNB, donc la partie politique de rémunération, avaient une solution taille unique qui était la voiture, on voit que l'évolution du marché va vers des solutions multiples, une palette de solutions qui seront proposées aux collaborateurs, avec pour certains du véhicule, mais pour d'autres des solutions avec du véhicule qu'on va réduire en taille et la possibilité de louer une grosse voiture pendant les vacances, la possibilité d'utiliser des véhicules en autopartage, la possibilité de passer à du crédit mobilité, bref, un ensemble, une palette sur laquelle les équipes paye vont devoir jongler. Ça ajoute aussi une grande complexité. Donc, pour pouvoir gérer toutes ces nouvelles contraintes, eh bien, il faut construire une nouvelle politique. Et c'est pour ça que l'électrification de la flotte n'est pas une fin. C'est vraiment l'aboutissement d'une stratégie, d'une réflexion qui a été entamée par l'entreprise pour repenser sa mobilité de manière beaucoup plus générale. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Timothée? Oui, j'y arrive. Voilà. Petit rappel, et ça a été abordé assez rapidement tout à l'heure, mais les gaz à effet de serre aujourd'hui, les chiffres, le transport, c'est en France, environ un tiers des gaz à effet de serre sont liés au transport. Et quand on regarde, la voiture particulière représente la moitié de ces gaz. Et en bas, on vous a remis un petit rappel, c'est les objectifs de la COP21, moins 40%. Eh bien, il y a deux facteurs qui sont intéressants quand même. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, avec le simple fait de passer d'une Clio à une Capture ou d'un 308 à une 3008, eh bien, vous augmentez, en rehaussant sur pattes votre voiture, de 14% les émissions de CO2. Alors, c'est compliqué à gérer d'un point de vue RH, puisqu'aujourd'hui, on veut maximiser la satisfaction des collaborateurs, mais en même temps, le fait de rehausser les voitures, on alourdit la voiture, on augmente le frottement à l'air, eh bien, les émissions de CO2, c'est plus 14%. Donc, aujourd'hui, on voit toutes les car policy se sont rehaussées. Le simple fait de le faire, vous avez augmenté en moyenne de 14% les émissions de CO2. Quand en plus de ça, vous allez décider de dire on était en 308, on est passé en 3008, et puis on va quitter le diesel pour pouvoir rentrer dans les agglomérations, donc on passe en essence,
eh bien, le passage de diesel à essence, c'est environ 18% de CO2 en plus. Les deux étant naturellement cumulatifs. Donc, on est en train de dire que derrière, le passage de la 308 ou de la Mégane que vous aviez il y a quelques années, diesel, que vous avez remonté et que vous avez basculé en essence, vous avez fait augmenter en moyenne de 30% vos émissions de CO2. Et de l'autre côté, le véhicule électrique, on voit qu'on est environ sur moins 20% de CO2 pour le véhicule électrique. Alors, le moins 20%, c'est une bonne question. On a quitté le raisonnement du roue à la pluie. On est vraiment maintenant sur des réflexions sur l'analyse du cycle de vie. Et les études d'aujourd'hui qui sortent disent à peu près toute la même chose. La production de la batterie, l'utilisation du véhicule pour une distance de 2 à 300 000 km et le recyclage de la batterie, on est sur une empreinte carbone qui est 2 à 3 fois moindre que le véhicule thermique. Je vais tout de suite tuer aussi la polémique de dire oui, mais si on recharge la voiture électrique avec une énergie infâme, il y a une étude très sérieuse qui a été faite par l'Université de Bruxelles et qui nous montre que selon le mix énergétique, donc ce rapport, il est en France, en effet, on est avec une énergie extrêmement décarbonée du fait du nucléaire, ce qui pose d'autres questions naturellement. Mais on a fait l'étude sur la Pologne, qui est le pire pays européen en termes d'énergie, puisque c'est full charbon. Eh bien, même en Pologne, le fait de recharger le véhicule avec une énergie carbonée à mort fait quand même un bilan positif pour le véhicule électrique versus un véhicule purement thermique. Donc là, on a des chiffres et on pourra les partager, mais c'est indéniable. Aujourd'hui, on ne peut plus le contester. Ce qu'on voit par contre, c'est que la batterie, pour la construire, ça coûte à peu près 100 kg de CO2 par kilowatt. Donc, en fait, la question, c'est à quel moment j'arrive au point mort. Et grosso modo, il faut considérer qu'un véhicule électrique, il faut entre 40 et 50 000 km pour atteindre la nullité carbone entre un thermique et un électrique. Donc là aussi, ça tue la logique des gens qui imaginent qu'on va mettre des véhicules électriques pour des tout petits rouleurs. Ah ben, il habite juste à côté. En fait, on a la peur de la panne, donc on va mettre des véhicules électriques à des gens qui habitent à côté. Eh bien, ces gens-là, vraisemblablement, vont avoir une problématique. C'est qu'économiquement, ça n'a aucun intérêt, mais même écologiquement, le véhicule, si vous l'avez acheté, vous aurez une empreinte carbone qui sera négative sur le démarrage. Heureusement, dans sa vie, le véhicule vivant en moyenne 8 à 9 ans, eh bien, il va passer dans une seconde main qui, lui, le rendra vertueux. Mais l'impact que vous avez eu au démarrage n'est pas positif. Je te bouscule sur le timing, je change le style. Hop. On est parti. Si j'y arrive. Voilà. Bon, le véhicule électrique, il a plein d'avantages. On a la possibilité, d'un point de vue URSSAF, d'avoir un avantage en nature qui est amélioré, puisque derrière, ça n'est pas qualifié en avantage en nature pour l'utilisation personnelle, et donc il y a un bénéfice. La consommation électrique, si on paye le collaborateur pour son électricité, on lui paye son électricité, pas d'avantage en nature. L'avantage en nature a un abattement qui permet de rendre le véhicule compétitif. On a un amortissement non déductible qui est largement bonifié et qui rend le véhicule très attractif versus un thermique. On a maintenant un bonus qui a été remonté de 3 000 à 5 000 suite à la crise Covid. On n'a pas de TVS sur le véhicule, on n'a pas de frais d'immatriculation dans certains départements et on a même certains assureurs aujourd'hui qui vous donnent une remise si vous roulez en véhicule électrique. Le véhicule électrique, il est dopé, il est chargé comme un coureur cycliste au Tour de France. C'est extraordinaire. Donc, on arrive à placer le véhicule électrique extrêmement bien par rapport à un véhicule thermique. La problématique qui se pose, et si tu veux bien passer au slide suivant, c'est finalement non pas la compétitivité économique, mais le fait que vous devez intégrer une gestion de projet complète. Et on voit là finalement les grandes étapes que vous devez mettre en œuvre pour choisir. Choisir les véhicules en fonction des contraintes métiers, réfléchir aux infrastructures, où est-ce que je mets mes bornes, est-ce que j'accompagne mes collaborateurs à la mise en œuvre chez eux, est-ce qu'il y a des aides de l'État, mes collaborateurs, quel est l'usage qu'ils font de leur véhicule. Et là, on voit qu'il y a une grande complexité, c'est que finalement, la problématique, quand quelqu'un vous dit « oui, mais lui, il roule beaucoup » ou « elle roule beaucoup », quand je fais 30 000 km par an, si je divise par 365 jours, voire même juste par 212 jours travaillés, je suis avec un kilométrage, même une Zoé me permettrait de le faire. La vraie question, c'est combien de fois dans l'année je vais faire des trajets qui vont dépasser l'autonomie de ma batterie et je vais accepter de m'arrêter pour recharger mon véhicule à un instant donné. Ensuite, dans certaines entreprises, il faudra passer devant les instances représentatives du personnel, retravailler toute la carte policy et là, on a des gros sujets. Je paye la borne aux collaborateurs, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe si le collaborateur déménage? Comment je rembourse les consommations électriques?
on a un sujet là vraiment qui sort du périmètre de confort habituel des RH et donc il faut imaginer tous les cas de figure. Et le sujet de la mobilité, il est avant tout au niveau RH. Voilà, repenser la palette. Et puis j'en termine juste sur la partie achat. Vous avez toute une problématique derrière qui se pose sur comment on va poser les bornes et je crois qu'on a des intervenants juste derrière qui vont se faire un plaisir de vous détailler tout cela. Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction. Tout petit peu trop longue, mais comme c'est intéressant, je ne ferai pas de remarques. Enfin, pas plus. On a juste un changement d'ordre, puisque je crois que chez Big Green, il y a une urgence pour aller livrer des navettes électriques, probablement. Donc, du coup, je vais les laisser intervenir. Donc, on voulait arriver maintenant à des actions concrètes, au-delà du fait qu'on a bien compris qu'il fallait quand même passer du temps pour bien comprendre ces enjeux. Donc, je vais accélérer. Désolé pour ceux qui avaient prévu d'intervenir avant. Voilà. Du coup, Patrick, je crois que tu dois aller livrer du car électrique. Là. Donc, comme tu dois partir assez rapidement, je te laisse l'opportunité de rapidement arriver à tes sujets. Merci Timothée. Merci à tous d'accepter ce petit changement de dernière minute. Bon, premier partenaire de ce beau webinaire très, très intéressant qui vient justement complètement expliquer ce pourquoi nous, on a œuvré dans ce domaine. Donc, les Cars Dominique, pour faire très, très court, c'est une entreprise de transport voyageurs, spécialiste du voyage en autocar, en minicar, en minibus, sur tout le territoire national, en Île-de-France, créée en 71, donc bientôt 50 ans. On était spécialisé dans le tourisme, on l'est toujours un petit peu, dans l'occasionnel de tout type de transport, événementiel, agence, tour opérateur, le réceptif touristique, parisien, Île-de-France, les longues distances, le tourisme en France, en Europe, sur les voyages scolaires notamment, et également sur les agences de voyage. Et bon, ben voilà, donc on est un acteur connu, identifié de transport en commun, tout type de prestations. Et évidemment, très souvent, pointé du doigt pour être polluant avec des autocars diesel qui, malgré tout, ont été beaucoup améliorés, puisque vous savez qu'on on a été soumis à une cadence infernale par Bruxelles pour changer les motorisations, puisqu'on est aujourd'hui à l'Euro 6, n'est-ce pas? Et tout ça dans un délai très court, hein, puisque ça s'est fait en moins d'une douzaine d'années. Néanmoins, en 2009, quand sont apparus les tout premiers véhicules de dernière génération électrique batterie lithium, en minibus 22 places, c'était un constructeur italien qui proposait ça. J'ai trouvé très opportun d'investir, enfin en tout cas d'essayer d'investir, ça n'a pas été ça, et on a réussi cet investissement sur 3 premiers véhicules. 3 paramètres importants ont déclenché ma décision. C'était des véhicules 22 places, or j'avais déjà des mini-cars 22 places sur le parc, une petite douzaine, mais ils étaient diesel. Le deuxième paramètre, ils avaient une autonomie de 120 km, très intéressant pour nous, puisqu'on faisait en kilomètres commerciaux moins de 100 km sur les lignes de gestion de dernier kilomètre, qui étaient notamment les dessertes de ramassage de personnel, beaucoup dans le privé d'ailleurs, à cette époque-là. Et le troisième paramètre que j'aurais pu mettre en 1, mais je fais exprès de le mettre en dernier, puisque les premiers paramètres intéressaient mon activité. Le troisième, c'était qu'ils étaient totalement propres, puisque électriques, et qu'ils permettaient de présenter un véhicule à nos clients, une alternative très intéressante sur la transition énergétique, puisque c'était zéro NOx, zéro particules, et bien sûr décarboné. Donc, on était impliqué dans le retrait des émissions de CO2. À savoir qu'en 2009, et ça rejoint un peu ce que disait Olson, enfin ce que dit Olson aujourd'hui, mais en 2009, on ne parlait pas de NOx et de particules fines, en tout cas beaucoup moins. C'était un peu réservé aux milieux autorisés. On parlait beaucoup plus de CO2. Aujourd'hui, vous avez vu que la tendance s'est un peu inversée, notamment dans les ZFE, dans les villes, les grosses agglomérations. On a un problème de santé publique lié aux émissions de particules fines et au NOx. Donc, ceci étant, on va passer le slide suivant. J'ai démarré l'aventure, très compliquée, notamment en matière de financement, puisque personne ne voulait y aller. Seul Oseo, à l'époque, nous a suivis en nous finançant les 3 véhicules. Oseo, c'est aujourd'hui BPI France pour tous ceux qui connaissent la banque d'État. Et alors, je passe tout de suite aux résultats 10 ans plus tard. Et ça vient évidemment
en lien avec tout ce que vous allez dire et tout ce qui s'est déjà dit avec Olson, on a transformé la flotte. Alors déjà, on l'a augmenté, comme vous pouvez le voir. On est passé de 37 véhicules en 2009 sur donc, la maison mère Autocar Dominique à 84 véhicules. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a transformé, premièrement, une partie de la flotte du diesel en électrique, mais on a, grâce à la présence de Big Green dans le périmètre et grâce aux actions de Big Green avec son AMO, les solutions proposées aux entreprises, aux territoires, aux communautés d'agglo et aux communes, ce transport propre a permis de développer, de faire donc de la croissance pour mon entreprise. Donc, on passe de 8% de bus zéro émission en 2009 sur ma flotte totale à 66% aujourd'hui avec une augmentation de la flotte énorme puisqu'on est à 84 véhicules. Bien sûr, comme vous le savez, l'hydrogène arrive dans le paysage. Donc, Big Green, à l'instar de ce qu'on a fait il y a 10 ans, a investi dans ces 5 premiers bus hydrogène qui sont en train d'être livrés en ce moment pour une mise en exploitation sur Versailles, opérée par Keolis sur le territoire de Versailles Grand Parc. Donc, vous voyez qu'effectivement, je témoigne de pourquoi doit-on verdir sa flotte. Olson l'a très bien expliqué. Nous, on l'avait un peu anticipé. On a décidé d'investir la transition énergétique. Ça nous a bien évidemment permis cette croissance. Et surtout, aujourd'hui, si je dois tirer un bilan on va dire très synthétique, c'est que j'ai réussi la première partie, la plus importante, à savoir la transformation du modèle économique de mon entreprise. Et ça, c'est un enjeu énorme pour le monde d'après, puisque toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, vont devoir transformer leur modèle économique versus transition énergétique. Voilà. On peut ensuite passer au slide suivant. Bon, ça, c'est la présentation, c'est le Zoom. Donc, Big Green, voilà, a aujourd'hui assez d'outils. Pardon. Je te propose de le passer très rapidement, puisqu'on en verra et on est en retard. Ça, c'est un résumé qui est à la disposition de l'ensemble des personnes présentes ici aujourd'hui. Et on va terminer sur le transport au quotidien que permet de réaliser Big Green. C'est donc, comme je le disais, la gestion des derniers kilomètres pour l'ensemble des collaborateurs des entreprises privées au public. Vous voyez là un certain nombre, mais elles ne sont pas toutes là, qui nous font confiance et qui nous sollicitent de plus en plus. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des RH. Effectivement, il y a l'environnement au travail. Tous ces services-là de toutes ces grandes entreprises, moyennes et grandes d'ailleurs, nous sollicitent, mais également sur les communes, les communautés d'agglo, les stations balnéaires, les stations de ski, où Big Green, en tant que loueur de véhicules 100% électriques, multimarques, multicapacités, peut interagir et répondre aux besoins de ce développement. Voilà. Donc, on a vraiment cette notion de gestion de dernier kilomètre, à la fois sur le déplacement des collaborateurs qui vont travailler, mais également sur les territoires, sur des mini-réseaux urbains notamment, comme vous le voyez sur quelques applications d'agglo que nous avons servi depuis maintenant 10 ans. Merci Patrick, donc, du coup, pour ce témoignage de pionnier sur les navettes électriques et bravo surtout. On va revenir du coup, alors ça a un peu changé en termes d'ordre, mais peu importe, je vais trop vite. Il nous a paru aussi important de pouvoir présenter, alors je crois que l'ordre est un peu différent, mais peu importe, et ça va être cohérent. Donc Morgane et Gaël, c'est bien d'avoir des véhicules électriques, mais à un moment donné, il faut quand même les recharger, s'occuper des infrastructures associées. Du coup, je vous propose de nous aider à comprendre comment et pourquoi on dimensionne des bornes, on les implante. Voilà, laissez-vous prendre en charge en plus, donc c'est très bien. Je vous laisse prendre en charge la suite. Oui, non? Oui, bien sûr, Timothée. Il faudrait juste que tu passes au slide suivant, s'il te plaît, Timothée. Allez, je vais y arriver. Voilà. Gaëlle, je te laisse présenter ce premier slide. Oui, très bien. Donc, en fait, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on est là pour participer aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous, on est un peu le chaînon manquant, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des contraintes pour les constructeurs automobiles à vendre plus de voitures électriques et hybrides.
Et puis, on sent que de plus en plus, les particuliers, les entreprises ont envie d'acheter ces voitures électriques et bénéficient de toutes ces aides qui existent. Mais il faut passer par cette phase où installer une borne, comment. Et donc, nous, on est là pour offrir ce service clé en main et être là avec un conseil et une force de proposition. Donc, pour ces sujets d'enjeux climatiques, on est là pour améliorer la vie des citadins et pas que d'ailleurs, aussi ceux qui vivent en campagne, préparer les plans de mobilité, anticiper le développement de la mobilité électrique et répondre à un nouvel usage. Alors, en fait, la réglementation évolue en ce moment de façon très rapide pour justement donner envie non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises de passer à l'électrique. Alors, Philippe, de la société Olson, l'a très bien illustré. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience individuelle, il y a une prise de conscience collective et il y a une conduite du changement. La loi LOM aujourd'hui impose aux entreprises d'avoir un minima de 10% en 2022 de véhicules à très faible émission au niveau de leur flotte interne. Il y a différentes villes comme Paris, Strasbourg, Grenoble, où bientôt ce sera extrêmement compliqué d'arriver avec son véhicule diesel, voire interdit. Il y a aussi les constructeurs automobiles qui ont des pénalités financières aujourd'hui pour être contraints à vendre davantage de véhicules dits propres. Tout ça, c'est très, très bien. Il y a aussi le plan Macron là, qui a été annoncé très récemment avec, bien évidemment, le bonus écologique. Tout ça, c'est très, très bien. Il y a un environnement qui fait qu'à un moment donné, il faut accélérer, il faut y aller. Bon, mais après, il faut une offre. Donc, l'offre, c'est quoi? C'est bien sûr les véhicules électriques. On a vu qu'on a un nombre de modèles de plus en plus important pour donner envie aux particuliers, mais aussi aux entreprises de passer aux véhicules électriques. Et on voit bien là le nombre de modèles qui est en pleine évolution. Et pour information, en 2019, la vente de véhicules électriques en France a augmenté de 37%. Et aujourd'hui, la part de marché de véhicules en France n'est que de 2%. Donc, vous imaginez le marché à venir. Mais pour pouvoir accélérer, il faut aussi pouvoir installer des points de charge, ce qu'on appelle les bornes de recharge. Et pour ce faire, il faut construire différentes offres sur les différentes cibles, que ce soit grand public et entreprises. Et donc, Zephyr, justement, a pour objectif d'accompagner les entreprises sur l'installation et de simplifier l'installation. Oui, on est là pour éduquer celui qui veut rouler en électrique, pour lui simplifier la vie, parce que finalement, une installation de borne, ça comprend un certain nombre de petites choses auxquelles il faut penser. Et puis gérer toute la partie subvention, aide qui existe et dont les conducteurs de voitures électriques ne sont pas forcément au courant. On va passer à la slide suivante. En train d'y arriver, voilà. Voilà. Alors, voilà le résumé de notre offre. Donc, ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est simplifier la vie de celui ou de l'entreprise qui souhaite avoir une borne de recharge. Donc, on a présélectionné des fabricants de bornes qui sont tous européens et d'excellente qualité, avec des bornes de technologie avancée, notamment du smart charging. On est là pour, en amont, conseiller, faire un audit technique, bien comprendre les besoins de l'utilisateur, de l'entreprise. Typiquement, en entreprise, on peut soit avoir des gens qui vont rester garés toute la journée, soit des personnes qui passent en coup de vent pendant 1 heure. Donc, en fonction, on va conseiller telle ou telle puissance de borne. Ensuite, on travaille avec des partenaires installateurs qui ont tous les qualifications qu'il faut. Évidemment, la qualification IRVE est obligatoire depuis maintenant 3 ans et qui peuvent installer partout en France. Donc, nous, on est là pour aussi piloter ces installateurs et s'assurer qu'ils font les installations dans les règles de l'art,
mais mettre en place tous les services annexes avec toute une partie data, logiciel qui est très intéressante, l'interopérabilité des bornes, le suivi de consommation, les paiements. On installe dans beaucoup d'hôtels et on gère intégralement la partie paiement des recharges. Les hôteliers n'aiment pas que la réceptionniste soit en train de gérer des charges à 2 euros. On peut mettre en place un financement de l'installation. Et puis la maintenance. Et comme les bornes sont connectées, on fait de la maintenance en ligne. Ça nous permet, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une borne sur un parking qui ne fonctionne pas. C'est assez frustrant. Donc nous, les bornes, on fait de la maintenance en ligne. Ça permet d'être très réactif et d'avoir des bornes qui sont quasiment tout le temps opérationnelles. Et si ça ne suffit pas, on envoie quelqu'un sur place, un de nos partenaires, pour faire les réparations. Et on gère évidemment toute la partie advenir. Pour une entreprise, ça peut aller jusqu'à 1 860 euros. Et on gère intégralement cette partie administrative. Donc voilà notre offre complète. Génial, merci. Alors moi, le jour où j'ai compris que quand on devait dans son parking mettre des bornes pour respecter la réglementation et que le -1 ça passait, mais que le -2, la réglementation poussait à mettre des sprinklers partout et aux normes, et ben, je me suis dit effectivement, il faut un peu d'accompagnement parce qu'on s'est retrouvé dans le mur avec beaucoup de clients. Parce que du coup, la faisabilité n'était pas viable économiquement. Voilà, petite subtilité pour ceux qui travaillent sur ces sujets. Alors, il y avait un dernier point qui sont liés aux opportunités. Je ne sais pas si vous voulez faire 2 mots là-dessus, mais comme on est en retard, on va faire que 2 mots. Eh ben, ça va être extrêmement synthétique. Aujourd'hui, pour une entreprise, il y a 3 intérêts majeurs à passer très rapidement à l'électrique. 1, pour les salariés. Il y a de plus en plus aujourd'hui de collaborateurs qui souhaitent venir avec leur véhicule électrique sur leur lieu de travail et qui ne peuvent pas charger. Donc, c'est quand même un peu dommage de ne pas pouvoir leur offrir ce service. Donc, ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, d'augmenter le niveau de satisfaction de vos collaborateurs. Après, il y a la flotte interne de l'entreprise. Pour la partie direction développement durable, RSE, ça vous permet de réduire votre bilan carbone et de vous afficher comme étant une entreprise engagée, tournée vers l'avenir et éco-responsable. Et puis après, pour les entreprises qui le souhaitent et qui le peuvent, c'est aussi offrir un nouvel usage, un nouveau service à ses clients. Je pense particulièrement au domaine de l'hospitality, donc tout ce qui est restauration, hôtellerie et camping. Aujourd'hui, typiquement un hôtel qui ne met pas à disposition de ses clients une bande de recharge pour son véhicule, quelque part, c'est comme si on revient en arrière et on ne met pas le Wi-Fi à disposition dans un hôtel. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, il y a plusieurs facteurs qui font que, encore une fois, il faut accélérer. Génial, merci. Alors, du coup, il y a un point là qui était important quand même, qui est l'attente ou les besoins des collaborateurs. On a rapidement parlé aussi de ces sujets concernant les sujets de marque employeur, la voiture. J'ai eu des commentaires de fonctions proposées par défaut alors que un certain nombre ne les veulent plus. Du coup, ça me permet de faire la transition avec Anaïs et donc du coup FlexiMove, si j'y arrive encore une fois. Voilà, puisque du coup, une des alternatives aussi, au-delà du côté électrification pure et dure, c'est de travailler sur des sujets de flotte partagée. Vrai avenir. Je te laisse la main maintenant, Anaïs. Merci. Oui, exactement. Le partage, ça va être la dernière brique à rajouter sur la mobilité entreprise douce. Je veux bien que tu passes à la slide d'après, du coup. À chaque fois, il y a un peu de latence. Vas-y. Voilà. Et ça a pas mal d'atouts pour l'entreprise. Le premier atout, il sera économique. Quand on fait de l'autopartage dans l'entreprise, on va réduire la flotte de 30% avec les économies qui sont afférentes. Ça va permettre aussi de mettre fin aux notes de frais, aux notes de parking et à tous les frais de traitement qui sont liés. D'un point de vue environnemental, évidemment, je parlais d'électrique au début, donc le bilan carbone il est excellent. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça va permettre de démocratiser l'électrique. C'est-à-dire que ça va permettre aux utilisateurs de tester la voiture ou le vélo électrique et de mettre fin à des idées reçues qu'ils auraient pu avoir et ensuite de provoquer un acte d'achat, par exemple, personnel. Et globalement, ça va accompagner la démotorisation de la société. Comme je disais en introduction, une voiture en autopartage, ça en retire 5 à 8 de la circulation. D'un point de vue social, ça répond aux enjeux d'aujourd'hui et aux demandes des salariés. Donc, d'un point de vue qualité de vie au travail, on offre un nouveau service de mobilité en entreprise.
et donc plus de flexibilité pour les déplacements. Ça veut dire que les salariés, par exemple, peuvent se rendre au travail en covoiturage ou en transport en commun, parce qu'ils sauront qu'ils auront la toute liberté de se déplacer en journée pour un rendez-vous pro ou perso, parce qu'ils ont des véhicules sur place. D'un point de vue marque employeur, aujourd'hui, un jeune sur 3 va juger l'entreprise sur sa politique de développement durable avant de la rejoindre. Donc, si l'entreprise montre qu'elle a des actions concrètes en faveur de la mobilité douce, elle va nécessairement renforcer sa politique RH. Et enfin, au niveau inclusivité, on en a parlé tout à l'heure, c'est un service qui est ouvert à tous, ce n'est pas la voiture de fonction qui est réservée seulement au Happy Few. Et enfin, réglementaire, la loi LOM, le forfait de mobilité durable, tout encourage aujourd'hui l'auto et le vélo partage. Donc, une fois qu'on est convaincu du partage, parfait, on va pouvoir se poser la question de comment la mettre en place et garantir l'adoption. Pour ça, il y a un bilan à faire en amont, des questions à se poser, qui sont les questions qu'on se pose lorsqu'on fait un plan de mobilité en entreprise, à savoir quels sont les besoins de mobilité de mes collaborateurs, où est-ce qu'ils habitent, comment ils iront au travail, combien de kilomètres ils ont à faire. Ça permet de se dire combien de types de véhicules il faut, quel type de véhicule. Se poser aussi la question de quels sites de l'entreprise vont être concernés. Est-ce que c'est un site unique ou est-ce qu'il y a plusieurs sites qui sont plutôt rapprochés et donc ça permettrait de faire la navette intersite. Et enfin, où mettre le service? Est-ce qu'il y a de la place sur le parking, en extérieur, en sous-sol, etc. Une fois qu'on a fait ce bilan, il y a quelques clés de la réussite. La première, ça va être tester le projet. Donc, tester le projet sur une flotte plutôt réduite, avec un seul site, pour ensuite observer les utilisateurs, suivre des indicateurs clés, et ensuite agrandir la flotte en fonction. Donc là, c'est ce qu'on fait avec un client qu'on accompagne, par exemple. Ils font un projet pilote pendant 6 mois, avec 4 vélos et 4 voitures, sur un seul site. L'objectif à terme, c'est d'agrandir la flotte et de la mettre sur plusieurs autres sites. Et pour s'assurer du succès du pilote, on les accompagne sur 2 enquêtes. Une qui est lancée au début pour comprendre les habitudes de mobilité des utilisateurs et une qui sera sur la fin pour voir leur satisfaction et l'utilisation du projet pilote. Deuxième point, la communication. Donc, on en parlait tout à l'heure. Là, ça va être un changement d'habitude de mobilité. Ce qui est énorme, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'on met juste le service à disposition qui va être utilisé. Donc, pour ça, il faut vraiment accompagner au changement et communiquer. Il faut que le service soit visible. Il faut faire de la communication au lancement pour faire la publicité, mais communiquer aussi tout au long du service pour rappeler son existence. Et ça va aussi nécessiter beaucoup de pédagogie, par exemple des ateliers de prise en main, des ateliers de sécurité routière, des ateliers de prise en main des voitures électriques ou des vélos électriques, des parcours dans la ville pour connaître les pistes cyclables. Ce sont tous des ateliers qui vont permettre de garantir l'adoption et sur lesquels on accompagne les entreprises. Et le dernier point, ça va être l'exemplarité des dirigeants. Évidemment, si la direction utilise les véhicules qui sont en partage pour tout le monde, ça va pousser le reste de l'entreprise à faire de même. Au niveau de FlexiMove, nous, la mise en place se fait entre 6 et 8 semaines. Pour garantir l'adoption, on a déjà parlé des enquêtes, mais on va aussi mettre en valeur le service avec la mise en place d'un Flexi Center, c'est-à-dire un habillage, un décor autour des véhicules pour, d'une part, attirer le regard et ensuite rajouter les règles de sécurité et de fonctionnement. Et ensuite, on va aussi accompagner et communiquer avec l'entreprise, du coup, fournir des animations au lancement ou des webinaires aujourd'hui au lancement et des supports papier, des supports physiques, des supports dématérialisés pour vraiment faire passer les bons messages. Et comme dernier point, pour être assez concret sur un retour d'expérience, je parlais tout à l'heure des enjeux économiques. Parce qu'on a souvent l'impression de se dire « Ok, je prends un abonnement pour de la mobilité partagée, ça va être un coût supplémentaire pour l'entreprise. » Mais en réalité, on se rend compte que c'est immédiatement rentabilisé. Là, sur cet exemple, un site avec 250 personnes, on a 15 voitures de fonction ou de service. On estime que le coût d'une voiture fonction-service, c'est environ 8 000 € par an, ce qui fait pour la flotte au total 123 000 € par an. Si on met 3 voitures de service en partage, on va réduire la flotte de 30%, ce qui fait moins 5 voitures, ce qui fait une économie de 41 000 €. En retirant le coût du partage, on arrive à une économie totale de 30 000 €
par an, ce qui est énorme. Ça veut dire une rentabilisation immédiate. Et comme on propose un service qui est clé en main, tout inclus, qui va de la maintenance à l'assurance, à la sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas en plus de coûts pour la mise en place ou pour le maintien du service. Génial. Merci. Au moins, du coup, on a des chiffres concrets. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Du coup, ça va être un peu comme dans l'air. Je pense dans cet exemple, j'aime bien. On va faire des questions à la volée. Alors, il y avait effectivement celle des subventions, mais je vois que Morgane, Gaël ont répondu, mais je vais quand même le dire pour les autres. Il y avait la subvention, combien finalement, quel est le montant pour pouvoir mettre des bornes et on va de 1 360 €, si je ne dis pas de bêtises, à 1 860 € en fonction si on est un salarié, donc pour récupérer son argent directement ou pour l'employeur, si je ne me trompe pas. Alors, Timothée, si je peux me permettre? Oui. Alors, c'est 1 360 € ou 1 860 € par point de charge. D'accord. Voilà. Et après, ça peut aller jusqu'à 40% du coût total du devis. Et quand on dit devis, c'est la partie matériel et installation. Voilà. Donc, il y a quand même aujourd'hui une bonne partie qui est prise en charge par la subvention à devenir. Ok, merci pour les précisions. Il y avait une question sur les données comparatives concernant les bus hybrides. Je ne sais pas si Patrick, tu es encore là ou pas. Après, je crois qu'il doit être parti. Je vous mettrai une source effectivement sur une étude sur les sujets des bus, enfin des voitures en tout cas, mais c'est le même fonctionnement avec les différences entre hybrides rechargeables, électriques, thermiques sur les moyennes. Ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on est assez sûr d'une chose, c'est que 75% de l'empreinte environnementale finalement d'une ACV sur un véhicule électrique est liée à la construction. Donc après, plus ça roule, plus finalement le grammage par kilomètre réalisé est faible. Et on est sur des gains de 2 à 3 fois, on va dire en fonction des moyennes, 2 à 3 fois inférieurs aux véhicules thermiques. Je vais reprendre les questions qu'il y avait. Est-ce que si l'entreprise n'est pas propriétaire de ses murs, peut-on forcer le propriétaire à contribuer financièrement à l'installation de bornes ? On ne peut pas vraiment le forcer, hein. C'est une discussion à avoir avec lui. Il y a des choses qui se mettent en place pour les nouvelles constructions, mais dans des constructions existantes, c'est une discussion à avoir entre le propriétaire et le locataire. Et du coup, je vais compléter parce que pour être intervenu sur des sujets liés à la mobilité et l'immobilier, il y a quand même des réglementations assez drastiques sur les nouveaux immeubles en termes d'infrastructure. Donc là, je crois savoir que sur un certain nombre de projets immobiliers, ils n'ont pas le choix. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est exactement ça par rapport à la taille de parking et la typologie de parking. La réglementation impose en effet un nombre de places pour les véhicules électriques. Ceci étant, Timothée, il n'y a aucune pénalité derrière. Ah, voilà. Donc, c'est une dénonce. Une incitation. Alors, Timothée, oui, pardon. Timothée, excuse-moi. Je me permets juste de saluer tout le monde en m'excusant, bien évidemment. Je suis rattrapé par un agenda qui m'a été imposé, communauté d'agglo d'Amiens. Je te développerai d'ailleurs ce sujet qui est complètement connexe à ton webinaire d'aujourd'hui. Et vraiment, bravo, on se connaît depuis longtemps et je suis bien content là, que tu aboutisses là, sur ce type de format. Et je pense qu'on a plein de choses à se dire avec les intervenants. Là. Il y a quand même beaucoup de choses à croiser. Tout ça, c'est des briques qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce monde d'après qui nous attend. Merci à toutes et tous. Ouais. Merci Patrick. Et bonne fin de semaine. À très vite. Au revoir. Alors, pour finir quand même en bonne et due forme, il y a d'autres questions. Alors, moins 20% pour les véhicules électriques, est-ce qu'on prend en compte la pollution batterie pour la fabrication et le recyclage ? Donc, j'ai répondu dans le chat oui. Je vous transférerai une étude assez sérieuse qui aligne à la fois les opérateurs, enfin les constructeurs comme Renault, mais aussi des spécialistes sur le sujet carbone comme Carbone 4 ou les ONG comme la Fondation Nicolas Hulot, Nature Environnement, le WWF. J'essaie de prendre là dans le fil s'il y a d'autres questions. Il y avait le sujet du Mobility Manager, effectivement. Alors, c'était plus une remarque, mais oui, on croit beaucoup tous autour là, de la table virtuelle à ce profil qui aiderait finalement un peu tout le monde.
en mettant des chiffres clés, des données en temps, en satisfaction de cette mobilité quotidienne, qui n'était pas intéressante, on va dire, pour l'employeur historiquement, ni scannée dans ces indicateurs. Les trajets de domicile-travail, pour la plupart, on s'en fichait. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, donc la loi d'orientation des mobilités qui impose les structures de plus de 50 salariés sur un site d'intégrer ces sujets dans les négociations annuelles obligatoires via le volet qualité de vie au travail, pousse à ce que les DRH s'approprient le sujet. Donc, ça devient une obligation légale et morale de s'intéresser un peu plus à ces sujets. Nous n'avons pas du tout évoqué le rétrofit. Oui. Oui. Qui veut répondre à cette question? Donc, la réponse est oui, on ne l'a pas trop abordé. Est-ce que quelqu'un veut détailler? Vas-y, Philippe, peut-être sur la partie réglementation, parce que finalement, l'homologation est assez récente. Oui, en fait, le rétrofit aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que derrière, entre rétrofiter un véhicule dans lequel on va pouvoir donner une autonomie d'une centaine de kilomètres pour un coût entre 5 et 10 000 euros et racheter d'occasion une Zoé, on constate finalement que économiquement aujourd'hui, le fait de prendre une Zoé d'occasion est peut-être plus intéressant. Et donc aujourd'hui, peu d'entreprises s'intéressent au sujet. C'est un sujet très intéressant potentiellement pour des particuliers qui veulent garder une vieille voiture de collecte. Mais aujourd'hui, le coût du rétrofit ne nous semble pas atteindre un point économiquement intéressant pour les entreprises. Alors, c'est vrai en termes d'économie circulaire, la Zoé, on achète une voiture d'occasion aussi, donc on réutilise aussi un véhicule. Alors, si je peux me permettre, Philippe, c'est vrai que l'homologation a été donnée il y a quelques mois, si je ne me trompe, sur la partie rétrofit. Donc, je pense que c'est aussi quand je dis homologation, ça veut dire qu'en fait, les sociétés qui proposaient le rétrofit ne pouvaient pas jusqu'à maintenant commercialiser leur offre. L'État a homologué le rétrofit en France. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à suivre parce qu'en effet, le marché va mûrir et l'offre va, à mon avis, s'affiner et deviendra de plus en plus intéressante. Et c'est vrai, il y a l'association qui s'appelle l'AIRE, à titre d'information, qui recense l'ensemble des acteurs dans le rétrofit en France et ils sont en train de développer une offre non seulement sur la partie particulier, mais aussi entreprise. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très, très près chez Zephyr. Voilà. Je ne sais pas s'il y a… je suis en train de regarder dans le fil pour voir s'il y a d'autres questions, mais je crois qu'on arrive à peu près de toute manière à l'échéance en termes de timing. Alors, le rétrofit, effectivement, c'est un vrai sujet lié à l'économie circulaire. On voit, peut-être pour préciser sur ces sujets, même l'économie circulaire est souvent connotée en recyclage. Ou réutilisation, alors qu'il y a quand même tout le sujet de l'éco-conception en amont et de l'usage avec la réparation finalement, ou la capacité de changer les pièces pour avoir une durée de vie plus importante. Ça, c'est des points qui sont souvent oubliés dans la réflexion économie circulaire, alors que c'est la base. Et c'est vrai que c'est des sujets assez récents, donc il va falloir un peu de temps. Et je crois aussi qu'on fait appel à des changements de comportement où on préfère souvent l'innovation technique de réutiliser, mais ça, c'est aussi en train de changer. Zoé d'occasion, quel est le risque d'une autonomie fortement affectée? Une autonomie fortement affectée sur une Zoé qui avait une batterie 40 kW versus une voiture rétrofitée, je pense qu'elle restera avec une autonomie supérieure à la version rétrofitée. Maintenant, en effet, on est à l'aube d'une ouverture du marché. Un rétrofit, ça coûtait 15-20 000 euros il y a encore quelques temps. On commence à avoir des coûts qui s'abaissent. On sera 5 000 euros le rétrofit, il sera temps de regarder pour moi. Et donc, on est à un point de rupture sur le marché. Mardi, on a fait un autre webinaire sur le sujet du vélo et il y avait effectivement une solution pour électrifier son vélo. Et c'était marrant parce que le coût de l'électrification, c'est le coût d'une batterie sur un vélo actuel. Donc, on voyait bien effectivement les gains, mais la technologie n'était pas évidente à mettre en place. Donc, bravo à eux. Alors, je ne sais pas si vous voulez, on arrive de toute manière, il va être, si je ne me trompe pas, 10h02. On est pile poil dans le timing. Je vous laisse peut-être chacun faire un dernier mot. On va inverser l'ordre ou pas, ou on le laisse comme vous voulez. J'ai tellement débordé que je vous laisse finir. S'il n'y a plus de temps, ça sera tant pis pour moi. Du coup, Anaïs, peut-être, si tu as un mot de la fin. Effectivement, je suis d'accord, c'était vraiment très intéressant. Les intervenants, à chaque fois, c'était très complémentaire pour faire le tour de l'électrification des entreprises et la dernière brique, le partage. Je suis disponible si vous avez des questions pour voir comment mettre en place le partage dans les entreprises. Génial.
Morgane, Gaël, un mot de la fin ou pas? Enfin, vous ne sentez pas obligé, hein, c'est dans nos us et coutumes webinaires. Bah, écoutez, moi, j'étais ravie de partager ce webinaire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est arrivé à un niveau de maturité, aussi bien sur la partie conduite du changement, mais aussi offre, pour encore une fois passer à intensifier le nombre de véhicules électriques. Donc, je pense que maintenant, il ne faut plus trop se poser de questions, en fait. C'est ça, il faut y aller. Tout est prêt, tout est beaucoup plus simple et voilà, il ne faut plus hésiter. Et on est bien évidemment à votre disposition pour avancer sur ces sujets qui nous passionnent. Et je crois qu'on a des années passionnantes qui s'annoncent devant nous. Et ben du coup, vas-y. Hein. Eh ben, donc, merci beaucoup. C'était en effet, je crois qu'on a vu une belle complémentarité. On voit que c'est un chaînage. La vraie difficulté qu'on voit, nous, souvent, c'est que dans l'entreprise, à un moment donné, il y a eu des échanges sur le chat. Qui doit prendre en charge ce sujet-là? Et la problématique, c'est que ça touche à tellement de domaines et qu'il faut maîtriser un peu tous ces domaines que les entreprises tournent en rond à se repasser le bébé. Et à un moment donné, il faut y aller. Et donc, on est là pour vous accompagner si vous le souhaitez. L'idée, c'est qu'on peut servir à coordonner et à aider un gestionnaire de projet et un sponsor à avancer sur le sujet. Et je ne saurais trop mettre l'emphase suffisamment sur le fait que ce genre de projet, c'est avant tout de la conduite du changement. Le plus dur à compliquer, le plus compliqué à faire, c'est pas mettre des bornes, c'est pas partager un véhicule, c'est changer les mentalités. Et donc finalement, ce travail-là, il faut d'abord cranter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Ecodev, avec un grand groupe où justement on est allé chercher comment on trouvait du grip pour faire monter à bord les collaborateurs. Et je crois que vous avez devant vous un projet qui est formidable parce que c'est motivant, c'est sociétal et ça vous permet de changer aussi possiblement l'image de votre entreprise. Voilà. Merci à tous. Merci à Thomas pour la logistique, encore une fois. Moi, je crois que je vais vous dire, comme souvent, ils le font à la télé, même si on n'est pas à la télé, à la rentrée prochaine. Passez une bonne période de vacances et une belle, on va dire, période estivale. Je suis ravi, du coup, d'avoir pu animer cette table ronde. Merci à tous et puis à très bientôt.